toutes nos excuses pour ces 6 minutes de retard au démarrage de cette émission, le débrief de l'actualité sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver à l'instant. Nous sommes en direct sur nos différentes pages Facebook et YouTube. Et la thématique de ce jour, vous le savez déjà, puisque l'affiche est disponible sur les plateformes depuis le début de l'année 2019. C'est sans doute le gouvernement le plus long de l'histoire du Cameroun, celui de Joseph John Ngouté. Pourtant, on a enregistré de nombreux scandales au sein du gouvernement dans la gestion de l'autorité publique ou alors de l'autorité nationale ou internationale si vous voulez. Et le panel est déjà bien constitué. Je commence par Vincent de Poliédé, conseiller municipal PCAN. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aline, merci pour l'invitation. Et je suis heureux de me retrouver dans votre studio tout neuf, tout beau. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Le PCAN prépare bien la présidentielle 2025. En face, vous avez des appels. Le PCN, pour l'instant, comme vous le savez, le président national du PCN n'a jamais caché son ambition d'être président de la République. Et donc, c'est une candidature qui est déjà déclarée. Mais pour l'instant, nous sommes en train de travailler. On prépare notre congrès ordinaire qui aura lieu en décembre à Kribi. D'accord. Maître Joseph Claude Biliga, acteur politique qui nous vient ici pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Après un séjour à Zanzibar, bienvenue. Merci. Je suis content de retrouver mon pays, content de venir pour la première fois sur dans vos nouveaux studios. C'est magnifique, c'est beau, c'est encourageant. Et ça veut dire tout simplement que lorsque nous voulons, nous pouvons. Nous pouvons faire plein de choses. Et de là où j'étais, je le disais à Nord tout à l'heure, j'ai vu des plages. Et je me suis rappelé que nous avons Yoyo, qui est l'une des plus belles plages du monde, que nous avons les îles comme Djebalé, que nous avons les îles comme Anoka, comme l'île de Kor, où mon frère Ndiol Nganemon a été plusieurs fois, et qui sont autour de Douala, qui doivent être valorisés. Entretenus et valorisés pour les rendre des sites touristiques. Et c'est possible. Nous avons, quand je parle de Manoka par exemple, vous savez qu'il y a la prison où il avait été détenu Dola Mangabel. C'est déjà suffisamment un élément qui permet que cette île soit valorisée. Donc je pense que nos autorités doivent prendre la graine pour que ce qu'on voit ailleurs, ou ce qu'ils voient ailleurs, soit également implanté chez nous. Merci pour ce coup de gueule, entre guillemets. Franchement, un coup de gueule, c'est un appel. On a un appel aux autorités de pouvoir se bouger. Moïse Raymond Guidjol Ngane, ministre du Shadow Cabinet en charge de l'information et des médias au sein du parti de l'opposition SDF. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Lille Piediou. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, vous ne croyez pas. Lille, on croirait simplement autre chose. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter sur votre plateau. Je viens pour la première fois, enfin, je dois le dire. Mais mes collaborateurs, autres camarades sont toujours ici. Merci à la maison, Canal 2 International, pour l'accompagnement de notre parti. Vous allez me demander, comme Vincent, si je vais bien. Oui, que vous êtes en train. Je vais bien, l'adrénaline monte naturellement. En ce moment, nous préparons les obsèques du chairman qui vont avoir lieu les 27, 28 et 29 juillet prochain. Mais nous pouvons vous dire que pour le moment, tout avance normalement et nous sommes fiers de ce que font nos camarades partout dans le monde et naturellement à l'intérieur du territoire national avec plusieurs journées de recueillement ci et là. Il y a les uns et les autres qui demandent une journée de deuil national en la mémoire de John Fondis. Merci, ça vous parle également au parti. Merci pour ceux qui en font la demande, mais la décision ne relevant pas de notre compétence, mais du pouvoir discrétionnaire de celui que vous connaissez tous. Ce serait quelque chose, pourquoi pas, il faut le dire, de bienvenu, tant John Fundi avait fini par dépasser simplement le niveau de notre pays, à en croire les nombreux
nombreuses lettres de condoléances et puis les hommages ici et là qui lui sont rendus. Nous pensons que cela ne devrait pas faire beaucoup de mal, qu'à cela ne tienne. Nous sommes tout au moins avec l'ensemble de la nation camerounaise à pied d'œuvre pour que cet événement qui finira par être un événement international, que vraiment le patriarche John Fundi se repose en paix à Baba II le 29 prochain. Et c'est mérité puisqu'il a combattu pendant toute sa vie et c'est normal qu'on puisse lui rendre cet hommage-là. Joseph Claude, avant qu'on entre de plein pied dans le sujet du jour, il y a un oui qu'il a emporté aujourd'hui pour la fusion JICAM et CAM. Vous qui êtes intéressé par ces questions-là, ça vous parle? Il fallait s'y attendre? Bon, je ne peux pas dire qu'il fallait s'y attendre, parce que j'avoue que je ne suis pas tellement impliqué dans ce débat. Mais ce qui est important, c'est de donner la parole aux acteurs. Parce que vous avez vu qu'il y avait un conseil des sages qui semblait s'opposer. Il y a eu même la saisine de juridiction qui ont eu lieu. Et par la suite, le juge a rendu sa décision. Et maintenant, les adhérents ont décidé de ce qui doit être fait de leur comment on appelle ça, la suite de la voilà, avec le JICAM et ICAM, avec une majorité assez importante, je crois qu'il y a eu 73%. Oui. On a eu 73,7% pour le oui, oui, 26,3% pour le non, le nul 2, donc voilà. La décision de oui. Voilà. Donc moi je pense que c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas que les gens pensent qu'ils peuvent parler au nom des autres. Parce que peut-être qu'on voyait, je crois que c'est M. Wabo, Wafo, on avait l'impression qu'il avait derrière lui une très bonne partie des membres du JICAM qui s'opposaient à cette fusion-création, mais on s'est rendu compte qu'il a fait peut-être un peu plus de bruit que la réalité. Et moi je dis, ce qui est important en réalité aujourd'hui, c'est qu'on ait un patronat très fort. Il était émietté avec le JICAM, l'ICAM, et il y a également un autre qui est MECAM. Et je pense qu'il faudrait également que MECAM, ça se rentre également dans cette structure-là, avec M. Abanda. Abaté, s'il vous plaît, excusez-moi. Et moi, je pense que si ça se fait, on aura un patronat très fort qui sera une force face au pouvoir public. Une force de proposition beaucoup plus. Je ne voudrais pas que ce soit une force d'opposition, mais une force de proposition qui permet qu'on puisse avancer. Moïse Raymond. Il fallait s'y attendre. Demain, on annonce l'Assemblée générale au niveau de ECAM pour acter justement cette fusion JICAM-ECAM. Et aujourd'hui, finalement, les choses avancent. S'y attendre, peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Je ne suis pas membre du JICAM. Avec tout le tapage qui est. Mais avec tout ce qu'on a écouté, comme l'a dit Maître Joseph Claude Biliga tout à l'heure, il fallait que les vrais acteurs se prononcent finalement et en toute liberté. Et il faut que les Camerounais de plus en plus s'accommodent de la démocratie, de ce qui doit être fait et par qui cela doit être fait. Si ceux qui se sont prononcés aujourd'hui sont ceux-là qui devraient se prononcer, je crois que nous avons pris acte. Pourquoi? Parce que il y a quelques jours, j'ai suivi sur une chaîne concurrente un débat qui vouait aux gémonies monsieur Proté Ayama et monsieur Célestin Tawamba. Je me suis demandé, oulala, mais c'est pas grave, aujourd'hui je les laisse à leurs commentaires. Pour notre part, nous avons pris acte de ce qui est fait. Et vous savez, le bien-être des Camerounais nous préoccupe tant. Nous attendons de ce patronat aujourd'hui un peu plus renforcé, de parler davantage d'une seule voix pour que les choses s'améliorent sérieusement avec les salaires déjà qui sont encore à un niveau très bas. Vous avez suivi les débats sur le SMIC avec le gouvernement et les négociations avec le patronat camerounais. Vous connaissez la position de notre parti par rapport à tout ça. Nous pensons qu'il faudrait celui que nous avons à ce moment multiplier, pourquoi pas partout avoir plus. Donc nous attendons de voir les ouvriers à l'œuvre. Ceux qui ont dirigé, qui ont piloté ce programme, c'est des personnes qui connaissent la maison. Ils sont à la manœuvre.
2019 et nous comptons continuer. Pourquoi pas travailler à notre manière avec eux pour que le Cameroun, que le partenaire camerounais, effectivement, soit davantage plus conquérant et que cela profite à toutes les populations camerounaises. Merci pour le premier commentaire. On va suivre cette actualité puisque l'Assemblée générale, je le disais tantôt, de ECAM, c'est demain pour conforter cette fusion JICAM-ECAM. Et l'élection est prévue pour mars prochain. Donc, c'est une actualité qu'on va certainement suivre demain. Peut-être, pourquoi pas, dans le débrief de l'actualité avec les acteurs même concernés. Alors, le débat aujourd'hui, c'est cette longévité, si vous le voulez bien, du gouvernement John Gouté depuis 2019. On se demande, Vincent De Paul, un si long gouvernement, pourquoi? Si vous le permettez, en 2 mots, je voudrais aussi réagir sur le sujet. Vraiment en 2 mots, parce qu'on va passer à autre chose. Juste pour dire que c'est un retour à l'ordre normal des choses. Parce qu'il y a de cela 15 ans, le patronat s'est déchiré et une partie est allée former ECAM. Tout simplement parce qu'il ne s'était pas mis d'accord sur la succession. Voilà. Donc maintenant que tout revient à la case départ. C'est tant mieux pour nous. D'accord. Pour revenir donc à la problématique du jour, le gouvernement Joseph John Gouté depuis 2019, nous sommes en 2023, ça ne bouge pas vraiment. On se demande pourquoi c'est si long. Ben, écoutez, ça c'est un gouvernement qui a une mission précise. Et je crois que jusqu'à présent, il joue très bien son rôle. Celui de distraire les Camerounais. Parce qu'il faut le dire, nous passons tout le temps à décrier les actions, les faits, les gestes de ce gouvernement. Quand on ne parle pas des infrastructures sportives, on parle des infrastructures routières, on parle des accidents de route, on parle. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement qu'il y a cette reproduction sociale qui est en train d'être parfaite par le président de la République. C'est sa préoccupation principale. Ce n'est pas vraiment de changer un gouvernement qui ne va plus rien faire, qui ne va plus rien apporter. Nous sommes à 2 ans de la fin de son mandat. Alors, la préoccupation principale du chef de l'État, c'est ce qui va se passer après lui. Donc, tout ce qu'il passe le temps à faire, c'est de se rassurer qu'il pousse les différents pions de telle sorte que la succession, telle qu'il a prévue, telle qu'il a pensé, puisse se réaliser ainsi. On peut donc voir depuis un certain temps un certain nombre d'acteurs qui s'illustrent sur la scène nationale, ceux dont on ne parlait pas il y a encore de cela 2-3 ans, mais dont on a commencé à parler progressivement et dont les images sont en train de circuler. Donc c'est une espèce de reproduction sociale qui est en train d'être menée à bout et cependant le gouvernement fixe notre attention ailleurs. Ça, c'est bien compris. Alors, Moïse Raymond, ailleurs, c'est quand même dynamique. On se sera attendu que depuis 2019, rendu aujourd'hui en 2023, au regard de tout ce qui se passe, on reviendra dessus tout à l'heure, on aurait pu quand même faire quelque chose, non? Vous savez, tout dans le régime du président Biya est à l'image de son pouvoir, c'est-à-dire la longévité. Ici, on n'a pas de gouvernement de mission, sauf si je viens de l'entendre de mon voisin de gauche, de mission. Et il a essayé de décliner ses missions. Nommé en 2019, John Gouté, le chief John Gouté, était déjà membre du gouvernement depuis plusieurs années. Donc quand il arrive à la primature, il n'est pas quelqu'un qui vient de nulle part. Aujourd'hui, il est même le chef de ceux qui héritaient ce chef dans ce gouvernement. Ils sont nombreux, je ne vais pas mettre à les citer. Est-ce que quand le président Paul Biya veut nommer un gouvernement, il consulte qui? Personne. Est-ce qu'il a un texte réglementaire? Je pense le contrôle d'un praticien du droit qui nous éclairera. S'il y a un texte réglementaire qui lui commande de nommer à telle date un gouvernement, je ne pense pas. Mais c'est des habitudes auxquelles il faudrait qu'on essaye de se soustraire. Dans la mesure où, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, c'est le gouvernement le plus amputé du nombre de ses membres.
combien de personnes sont décédées et aujourd'hui nous n'avons que des intérimaires. Or, ce gouvernement traduit ce que le président lui-même semble vouloir combattre et qui n'arrive pas à combattre, à savoir l'inertie. C'est un gouvernement inerte, un gouvernement dont on ne pourrait attendre pas suffisamment de résultats ou alors très peu de résultats. Je m'attends ici à voir avec le décompte du nombre de morts sur nos routes. Je m'attends ici à voir, à que quelqu'un me prouve le contraire avec le nombre des scandales que nous vivons avec ce gouvernement. Je m'attends ici à voir quelque chose de contraire avec le nombre comment dirais-je, d'écoles sans table-banc. Je m'attends ici à voir le nombre de centres hospitaliers qui n'est pas de plateau technique relevé. Je crois simplement que ce gouvernement, moi, vous parlez d'impossible remaniement, il ne semble pas se gêner. On n'a pas demandé à M. John Gouté de former un gouvernement. Il a été fait Premier ministre et 10 minutes après, il y a eu un gouvernement auquel lui-même il ne fait pas. Le jour qu'on décidera de le faire partir ou bien de le maintenir, on le constatera. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui devraient militer en urgence pour que nous ayons un nouveau gouvernement. Malheureusement, qu'est-ce que nous vivons à la tête de l'État? Nous vivons une situation où par moment, on a l'impression que le chef est même totalement absent, où chacun voudrait faire comme il entend faire. Par moment, c'est le Premier ministre qui va faire une sortie, comme il a fait il y a quelques jours, pour appeler à l'ordre Madame Ketia Cortez, je crois, c'est de ça qu'il s'agit. Par moment, c'est le président de la République lui-même qui va vous envoyer, c'est pas moi, un décret pour remettre l'ordre ci et là, mais tout cela est inefficace dans la mesure où il y a des postes, je n'ose pas dire vacants, mais qui mériteraient que le président se bouscule et donc qu'il essaye de mettre les gens au travail. Vous avez parlé de facteurs tout à l'heure, Joseph Claude, il y a quand même, c'est un gouvernement qui a eu autant de scandales. Si on parle de la canne, Covid, les infrastructures, même à tous les niveaux, on se sera attendu quand même que les choses changent. Pourquoi ça ne change pas? Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un que le peuple a désigné pour être le dirigeant. Cette personne trouve son pouvoir non seulement du peuple, mais également des lois, une loi qu'on appelle constitution. Et cette constitution dit qu'il est celui-là même qui incarne la nation, c'est celui-là même qui nomme aux emplois civils et militaires. Lorsque cela est dit, ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune pression, je dis bien aucune pression qui s'exerce sur lui. C'est lui qui décide du moment où il pense qu'il peut reformer son gouvernement, il peut nommer tel, il peut faire tel. La réaction qu'il a eu dernièrement avec l'histoire de EEC, parce que un général a eu à parler. Mais ça reste contesté. Alors, hein. À vous, je ne sais pas si c'est contesté, mais vous avez vu. Non, on sait de quoi il s'agit. La deuxième session, c'est comme une retraite, donc faut pas... Non, je dis même ça reste contesté du fait que le chef de l'État lui-même personnellement ne serait pas à l'origine. Non, vous savez, à l'occasion de la rédaction de mon livre qui est ici, j'ai lu beaucoup. Parmi lesquels beaucoup de livres des politiques. Le dernier en date que j'ai relu, d'ailleurs, que j'avais déjà lu, c'est celui d'un ancien ministre, secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui est aujourd'hui en prison, c'est Atanga Mbara. D'accord. Et je me suis imprégné de inside the presidency, c'est-à-dire de l'intérieur de la présidence, comment les informations avec le président de la République, comment il les traite et comment est-ce qu'il prend des décisions. Il n'est pas dans la précipitation. Pas du tout, pas du tout. Parfois vous avez l'impression qu'il a oublié. C'est pour ça justement. Vous avez l'impression qu'il a oublié. Pour relancer justement, c'est pour ça que lorsqu'on a vu par exemple la décision du général, on s'est dit le chef de l'État qu'on connaît prend son temps. Il ne vit pas sur la pression. Non, je vais vous donner. Je vais donner un exemple. Je m'excuse de prendre une minute de votre temps. Vous allez Je vous donne un exemple simple. Nous sommes en plein dans une conférence, un séminaire ou je ne sais pas quoi, qui parle du problème anglophone, l'éducation, du système anglophone. Il était question qu'on l'uniformalise. Le ministre, c'est Ngango Georges, professeur Ngango Georges, qui est ministre. Dès qu'il a fait l'ouverture, il a prononcé un discours à
13h, il était démis de ses fonctions. Professeur Mbouy Joseph, nommé ministre, installé à 14h. Je vous donne un exemple bien précis. Je ne l'ai pas lu dans le livre, ça c'est le fait que j'ai vécu. Pour vous dire que selon les cas, le président peut réagir à l'instant. Qu'on vous dise donc pas que dans le cas de l'autre, c'est pas lui. Il peut, quel que soit l'endroit où il est, et il y a un ministre de l'opposition, enfin, qui aujourd'hui dans la majorité gouvernementale, qui l'a dit, le ministre Issa Chiroma, il travaille partout où il est. Mais pourquoi ce n'est pas le cas avec les membres du gouvernement? Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent toujours que lorsque, par exemple, il y a ce qu'on appelle le scandale, il faut nécessairement qu'on réagisse de cette manière-là. Il y a des scandales qui dépendent de la loi, donc du monde judiciaire. Les gens qu'on a arrêtés dans le cas de Pervier et d'autres. Même l'affaire Martinez-Zogo, où des noms ont été cités, on s'attendait également à une réaction. La justice est saisie. Elle fait bien son travail. Il y a les gens qui sont incarcérés dans le cas de ce truc. Récemment encore, on nous a dit qu'on a incarcéré d'autres personnes. Le problème, c'est que les Camerounais pensent que dès qu'il y a un scandale, tout de suite, c'est ce qu'ils appellent scandale, tout de suite, il faut qu'il y ait une réaction. Il ne faut pas qu'on mène des enquêtes, parce qu'ils ont déjà mené des enquêtes, ils ont trouvé le coupable, ils ont même trouvé la peine. Non, c'est pas comme ça qu'on gère l'État. Et comme je vous ai dit, le président de la République a plusieurs sources d'informations. Et moi, je dis, j'étais totalement surpris. D'autres, quand le ministre du secrétaire général, le ministre d'État secrétaire général parle de cela, vous comprenez qu'en réalité, nous autres qui sommes loin des cercles de pouvoir, nous appréhendons mal le rôle du président. Tout à l'heure, il y a une pique qui a été donnée sur laquelle le Premier ministre est nommé au même moment. Les nominations, d'une manière générale, sont faites après consultation. La plupart des ministres qui sont nommés, il y a des rares cas, je ne sais même pas s'il y en a, ils sont consultés. Donc, lorsqu'ils sont consultés, le Premier ministre, avant qu'il soit nommé, est consulté. Le président demande son avis. Mais ce n'est pas son avis, c'est pas le président, c'est pas lui qui nomme le ministre. C'est pas, je veux dire, le Premier ministre qui nomme, c'est le président de la République. Mais il demande son avis. Que les tests soient concomitants, qu'ils soient au même moment, n'implique pas nécessairement que le Premier ministre n'est pas au courant ou ne sait pas ceux qui sont appelés à être ses collaborateurs. Je crois que cela doit être dit. Et ce n'est pas seulement ici chez nous que ça se passe. Regardez un peu dans d'autres pays, le jour où on nomme le Premier ministre, Madame Borde, quand le jour où on l'a nommé ses ministres. Quelques jours pour... on a nommé ses ministres, mais on vous dit que c'est quelque chose du gouvernement. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une particularité du Cameroun, parce que quand vous le dites, vous voulez tirer en dérision en disant, mais oui, celui-là, il est le Premier ministre. C'est compris que... Je ne veux pas ici dire que ce qui se passe chez nous, je ne veux pas comparer ça à ce qui se passerait ailleurs. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé une expression, M. Milika, que le président n'avait aucune pression. Oui, le président tient son pouvoir, de moins exerce son pouvoir selon la Constitution, mais il le tient du peuple, lequel peuple attend des résultats de lui. C'est ça, je crois. On attend des résultats. Alors vous ne pouvez pas. Vous avez l'habitude de symboliser cela en disant que Paul Biya est l'entraîneur d'une équipe de football et donc John Ngouté, le Premier ministre, serait le capitaine. Combien de joueurs allez-vous perdre pour que vous compreniez qu'il faut d'autres remplaçants? Vous allez avoir des intérêts sur le stade. Parce que le vrai problème aujourd'hui, ça au moins, ça devrait constituer une pression. Vraiment, je connais, on se connaît. Je crois que ça devrait constituer déjà un élément de pression, à savoir qu'on ne soit pas en train d'attendre, je ne souhaite pas que d'autres partent. Mais ceux qui ont déjà eu à être rappelés par Dieu mériteraient logiquement d'être remplacés. Vous allez me dire qu'on a la solidarité gouvernementale. Il y en a souvent un qui est désigné pour aller faire jouer l'intérim en attendant, ou bien il y a ci, ou il y a ça. Mais cela ne justifie pas que nous continuons à voir aujourd'hui, au sens de la Constitution que vous évoquez, que nous avons un gouvernement où il y a des membres du gouvernement nommés par le président qui sont décédés et qui n'ont pas encore été remplacés. C'est bien compris. Qu'est-ce qu'il faudrait donc comme pression pour qu'on comprenne qu'il y a quelque chose qui n'est pas en train d'avancer et regarder la pile de dossiers qui serait certainement en train d'attendre la signature du titulaire du poste. C'est bien compris. Alors, Vincent De Paul... Juste une seconde. Non, vraiment, il faut qu'on avance dans le débat. Alors, Vincent De Paul, il y a justement, même le gouvernement John Ngouté, c'était une redistribution de certains postes ministériels avec des secteurs clés aux mains des fidèles suite à l'élection présidentielle d'octobre 2018.
Mais toujours est-il, c'est que quand il y a des personnes qui ont mis autant de temps au sein de plusieurs départements ministériels, on tombe dans l'inertie. Écoutez, ceux qui vont à Yaoundé savent très bien que ça fait plusieurs années que les gens ne travaillent plus. Dans les ministères, le travail s'est arrêté depuis parce qu'on attendait justement des nominations. 17 heures. Les gens se sont retournés les pouces, et finalement, ils ont compris qu'ils n'avaient rien à attendre et chacun n'en fait qu'à sa tête. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a tous ces scandales dont on parle. Il n'y a aucun ministère qui y échappe. Dans chacun des ministères et à chaque fois, il y a un scandale donc, qui est révélé au grand public. Mais comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, il est question de distraire les Camerounais, de perdre le temps jusqu'à ce que quelqu'un d'autre arrive à la tête de l'État. Parce que vous allez voir plein de problèmes, tous les problèmes qui se posent aux Camerounais aujourd'hui, les solutions y ont été proposées. Les solutions sont prêtes, mais elles ne sont pas implémentées. Parce que justement, on est dans un calcul politicien, parce qu'on attend que celui qu'on aura choisi, celui qui sera adoubé, que c'est lui qui apporte ces solutions-là, que c'est lui qui libère les gens des prisons. Parce que comme vous le savez, dans le cadre de la crise anglophone, il y a des gens qui sont en prison qui n'ont pas de raison d'y être. Si on accepte que ceux qui ont tué partent des brousses et qu'on les libère pour les intégrer dans les centres de DDR, comment pensez-vous que ceux qui ont tout simplement grevé soient encore en prison jusqu'à ce jour, alors qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont tué personne? Ça, c'est des gens qui méritaient d'être libérés. Mais je vous dis, pour des calculs politiciens, on ne les met pas dehors, tout simplement parce qu'on estime que celui, et là je le redis, celui qu'on prépare, celui qu'on pense devoir prendre la succession, que ce sera à lui d'apporter cet apaisement, ce sera à lui d'apporter la solution à tous les problèmes qui se posent aujourd'hui et que tout le monde connaît et décrit. Joseph Claude, il y a quand même que sur la liste des personnes, depuis de 63 ministres, membres du gouvernement, on a des personnes, comme on l'indiquait tout à l'heure Moïse, décédées. Il y en a combien? Il faut au moins avancer. Il y a des ministres délégués, il y a des ministres, le dernier en date qui est décédé, des mines. Donc du coup, il y a au moins, ce sont des postes quand même stratégiques où il faudrait au moins qu'ils nécessitent une nouvelle équipe gouvernementale. Tout à l'heure, je voulais intervenir et c'est la question que je voulais poser. Parce que tout à l'heure, il a donné un tableau apocalyptique. C'est-à-dire qu'il y a les dossiers s'entassent, il n'y a pas de ministre. Il y a un seul ministère où il y avait un ministre plein, sauf si je me trompe, c'est celui des mines. Les autres, c'était les ministres délégués. Ça suppose qu'il y a quand même le ministre qui est là. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans certains ministères, il y a les ministres délégués, il y a les secrétaires d'État. D'autres, il n'y en a pas. Ça veut dire que ça dépend donc de l'organisation du gouvernement. Il y a des moments où il n'y a même pas de ministre, où il y a des secrétaires généraux qui font office de ministre dans plusieurs gouvernements. Je veux dire donc, moi, je ne fais pas le travail de l'autre. Et j'ai toujours cette tendance à croire que ceux qui font leur travail sont compétents pour le faire. Est-ce que vous n'observez pas cette inertie-là? Il n'y a qu'une inertie par rapport à ça. Parce que vous savez, ne prenez pas le langage de l'opposition. Là, je pose la question. C'est une question que je pose parce que vous avez également l'opinion publique. Non, ne confondez pas l'opinion du PCRN, du SDF, représenté ici comme opinion publique. Non, il y a l'opinion publique également qui réagit en fonction des thématiques posées. Vous avez également au sein, quand vous faites des vox pop dans la rue, vous avez des personnes qui demandent au chef de l'État de pouvoir changer ce gouvernement qui trouve facilement l'inertie totale. C'est le président de la... Si c'est seulement depuis 4 ans qu'il y a un gouvernement qui est de l'inertie, c'est bon. Parce que depuis, on nous dit que depuis 40 ans, on est dans l'inertie, que depuis 40 ans, rien ne marche. C'est lui-même. Si c'est seulement depuis 4 ans seulement que s'il y a... Non, c'est lui-même. C'est le président Biya lui-même qui a fait le constat. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui ne travaille pas. Vous y croyez? Je tiens à indiquer, sauf si je me trompe, que le Premier ministre Yang a fait, je crois, près de 10 ans comme Premier ministre. Je peux me tromper. Je crois qu'il a fait pratiquement 10 ans. Le chiffre John Boté, il est à 4 ans. Et vous croyez que c'est vraiment beaucoup?
Avec des séries de scandales, Covid, infrastructure, pas encore laissez les scandales. Il y a un principe de droit. Dans d'autres pays, pour un oui ou pour un non. Il y a un principe de droit qui veut qu'il y a la présomption d'innocence. Tant que ces personnes ne sont pas poursuivies, elles sont supposées n'avoir rien fait. Il y a quand même eu le rapport de Chambre des comptes. C'était quand même gravissime, non? Vous savez, je dis la chose que je n'aime pas beaucoup dire. Parce que, en tant qu'avocat, je vous pose une question, c'est pourquoi partons parfois de 10 milliards à 500 millions? Vous ne comprenez pas, on dit par exemple que cette personne a détourné 10 milliards. Et à un moment donné, on se rend compte qu'en réalité, elle a détourné 5 millions, elle aurait détourné 500 millions. Savez-vous ce qu'on appelle les fautes de gestion? Hier, ces fautes de gestion étaient considérées comme des fautes administratives et sanctionnées par les débats. C'est-à-dire qu'on considère que vous avez peut-être mal géré, vous avez fait une mauvaise affectation, une mauvaise assignation. C'est-à-dire que, là, je crois que M. Bidon-Gane peut comprendre pourquoi je le dis. J'ai été président de la commission sur le bilan d'investissement public pour le bruit. Nous avons à un moment travaillé longtemps. On a travaillé longtemps dessus, c'est-à-dire qu'en fait, je donne un exemple banal. On vous donne, vous avez un budget où vous devez, par exemple, il y a un poste de budget d'ordre budgétaire qui est affecté pour la réparation d'une voiture de service. Et la voiture de service fait un accident et devient une épave. Donc on ne peut plus la réparer. Mais vous avez encore cet argent. Par contre, il y a que le budget est dédié, par exemple, à l'achat du papier ou de la machine, est épuisé. Vous vous dites, pour que la fonction publique, le service public fonctionne, je prends l'argent qui était affecté à la réparation de véhicules qui n'existent pas, je l'affecte plutôt à l'achat de la machine, etc. On appelle ça un détournement. Pour ça, vous pouvez aller en prison pour 10 ans et autres. Quand on va nous dire, nous, qui sommes les profanes, on a trouvé des détournements de tels montants. Mais que fait exprès de contourner la thématique? Non. Parce que là, nous sommes plus dans la thématique. Non, attendez. J'ai bien vu. On parle de gestion. Elle a parlé de scandale. Elle a parlé de scandale. Elle parle du gouvernement. Non, elle a parlé de scandale dans le gouvernement. Et qui aurait amené le chef de l'État à remanier. Soyons très, très prudents. Lorsqu'on accuse les autres d'avoir distrait, d'avoir, parce que nous n'avons pas toujours cette perception. Moi, je dis aujourd'hui, je l'ai très souvent dit, nous sommes un pays, l'un des pays où la sanction la plus sévère est dite en matière de détournement des deniers publics. Quand vous détournez de 500 000, vous avez un minimum de 10 ans de prison. Au Sénégal, c'est 2 ans. Dans d'autres pays, ce que je voudrais vous dire, c'est que... Vous pouvez aller bénéficier du sursis. D'accord. Au Cameroun, le code pénal, vous l'avez, n'exclut pas cela. Et encore, le détournement de 500 000, 1 million, de moins de 50 millions, on ne parle pas de corruption ici. Sont passibles même de peines plus lourdes. Moïse, je voudrais vous poser cette question. Ailleurs, dans d'autres pays, pour un accident de la circulation, pour une faute au sein d'un département ministériel, c'est le ministre même qui décide de partir. Pourquoi ici, avec tout ce qu'on a lu, même si Joseph Claude voudrait nous dire que bon, ça dépend, ça reste un secret du chef de l'État, il y a quand même qu'il y a des alertes qui sont données et qui seraient importantes même pour la dynamique gouvernementale de pouvoir bouger des personnes, parce que ces visages-là, pour moi, ces visages sont là depuis pas mal d'années déjà. On dirait que les intellectuels de ce pays, ce n'est que ces personnes qu'on voit au quotidien dans ces différents départements ministériels. Aucun de ces visages, moi, ne me déplaît. Vraiment, je n'ai rien contre les visages des uns et des autres. Mais je voudrais simplement ici que Maître Billingham me prouve une fois de plus par quelle alchimie, aussi longtemps que des personnes décèdent, donc abandonnent les fauteuils libres, et que ces personnes ne soient pas remplacées, qu'il n'y aurait pas d'inertie. Et l'inertie, c'est quelque chose que le président Paul Biya, son président national du RDPC, a toujours décrié, mais qu'il n'arriverait pas, malgré les nombreux entre guillemets changements, à la tête même de ces équipes gouvernementales. Donc aujourd'hui, ici, M. Billingham semble nous démontrer qu'un secrétaire d'État ou alors un ministre délégué est un fait valoir, et donc il pourrait même décéder ou être même absent, entre guillemets. Non, ne me prêtez pas les mots. Non, j'ai dit vouloir me le dire. Je pose une question. Non, oui, allez-y. Non, laissez-le terminer. Non, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Et donc, s'il vous plaît. Dans tous les cas, je vais terminer mon argumentaire, même s'il va
prendre la parole. Donc ils peuvent être absents ou alors décédés, et donc que la machine continue à fonctionner normalement. Je pense que cela est impossible. Auquel cas, Monsieur le Président de la République devrait revoir la composition de son équipe en ce sens que toutefois, avant le remaniement, il y a toujours un décret qui redonne la composition du nouveau gouvernement et en précise les tâches affectées aux uns et aux autres. Nous avons par exemple au niveau de la santé publique un secrétaire d'État en charge des épidémies, alors qui est décédé, et tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé avec la Covid? Dieu seul sait, puisqu'il est décédé, ça veut dire que de ce côté-là, le ministre, là on verra. Le Premier ministre est passé il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, répondant aux questions des députés sur ces affaires d'audition des membres du gouvernement. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il a dit que lui, le Premier ministre, n'a pas été auditionné. Lui, le Premier ministre, qui des autres membres du gouvernement, ça, nous n'en savons rien. C'est pas ça. Le problème, c'est que je me pose encore la question. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que cela constitue une urgence d'appréciation au niveau du président? On a un problème. Nous avons tous lu Tangana Mebara dans Inside Presidency et nous avons une idée de comment cela fonctionne. Même si on va vous dire que les époques sont différentes. Voilà, le vrai problème, ça n'a pas beaucoup changé là-bas. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, le traitement de l'information se ferait à quel niveau? Il y a quelques jours, nous avions le débat sur les très hautes instructions. Nous avions eu un débat sur la délégation de signature. Et à un moment, on en a fait tellement écho parce que ça a failli déboucher seulement sur un remaniement ministériel sur délégation de signature ou alors sur haute instruction. Alors tout le monde s'est levé parce qu'on disait que les personnes qui sont nommées ou alors promues en tant que directeur général ou alors dans la haute instruction, tel ou tel endroit, c'était des personnes de telle équipe, alors que les autres de telle autre équipe, pour un peu aller dans le sens de Vincent, ce qu'il disait tout à l'heure, étaient plutôt déchargés de leurs tâches, et ça a failli faire un conflit. On nous dit tous les jours qu'il y aurait des camps qui s'opposeraient, des groupes qui s'opposeraient au niveau de la présidence de la République pour le contrôle du pouvoir, alors même que le président de la République, Paul Biya, est encore bien présent. Donc ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Il y a une urgence et il faudrait que M. Bilika, qui a commencé par exemple ici à interpeller ses collègues, ses camarades du parti, je veux dire, sur le tourisme, ça veut dire qu'il reconnaît quelque part qu'ils n'en font pas beaucoup. Ça déjà devrait permettre à ceux qui aillent dans ce sens, pour lequel j'ai apprécié à l'entame de son cours tout à l'heure, pour leur dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc il faut qu'on change les personnes en place. Qu'est-ce que vous devez attendre d'un président du Conseil économique et social qui est en poste depuis plusieurs années et qui aujourd'hui va nous construire une demeure avec près de plusieurs milliards de francs. Bon, peut-être on dira qu'il laissera à son successeur, celui qui viendra là-bas. Mais nous disons que l'urgence des Camerounais, les urgences pour les Camerounais ne sont pas forcément prises en main par le régime en place, et nous attirons l'attention du président de la République sur cet état de choses et qu'il comprenne que déjà au niveau de son équipe, il y a beaucoup de scandales, il y a beaucoup de dysfonctionnements, il y a beaucoup de conflits entre les membres du gouvernement et il y a beaucoup de postes vacants. Il faudrait qu'il tape un pied dans la fourmilière. Et justement, l'une des missions de cette équipe de John Gouté, c'était de relever le pays en crise dans le Nozo, nord-ouest et le sud-ouest, avec des conséquences économiques et humanitaires incroyables. Et les priorités également, c'était dans le domaine de l'économie, des finances, sur le plan socio-culturel même, des grands projets au niveau de l'éducation, de l'énergie et des infrastructures. Est-ce que vous avez l'intention aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que les choses ont avancé? Ça s'améliore quand même depuis que ce gouvernement est là, depuis 2019? Pourquoi on veut maintenir ce gouvernement jusqu'à présent? Si vous m'aviez bien suivi, vous ne me poserez plus la question, parce que j'ai un postulat. On peut avoir peut-être l'éducation a marché, l'énergie a peut-être marché, la culture a peut-être marché. Et ça peut aussi amener le président de la République à dire que bon, tiens, ça marche quand même ici, je laisse un peu en attendant. Je voudrais apporter un élément de réponse à M. Bidjo. Pour ce qui est des membres du gouvernement qui ne sont pas remplacés. En réalité, c'est un gouvernement pléthorique et tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'autant de ministres.
on pourrait en avoir le tiers et le pays s'en porterait mieux. Donc, si les gens décèdent et que la nécessité de les remplacer ne se pose pas, ça veut tout simplement dire qu'ils ne servaient pas à grand-chose. Ça, on peut tirer cette conclusion-là sans risque de se tromper. Maintenant, on peut quand même, pour ce qui est de, comme vous semblez nous amener vers un bilan, quelque peu de ce gouvernement, on ne dira pas qu'il n'y a pas eu des efforts qui ont été faits dans un sens, dans un domaine comme dans un autre. Mais peut-être au niveau de la crise anglophone, on verra quand même, on aura retenu toute la bonne volonté du Premier ministre, toute sa disponibilité, n'est-ce pas, à apaiser le climat au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest. On se souvient des 2 visites qu'il avait effectuées là-bas. Avec des messages de paix? Oui, avec des messages de paix. Et on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui est aimé, qui est respecté et qui est écouté. Donc je crois que ces visites-là, quand même, ont contribué d'une certaine manière à apaiser les tensions, même si elles ne pouvaient pas apporter une solution définitive au problème anglophone. Mais quand même, sur ce plan-là, on a quand même vu, n'est-ce pas, qu'il a apporté ce climat de joie, de gaieté au niveau des populations. On va quand même observer que pour ce qui est du Premier ministre, il a quand même su garder une certaine hauteur parce qu'il y a eu un certain nombre de scandales et le Premier ministre est le seul qui est en fait l'un des rares qui n'ait pas été éclaboussé. Quand bien même on a voulu le mêler à certaines luttes, il a su tirer son épingle du jeu en se mettant un peu au-dessus. C'est quelque chose que nous pouvons apprécier, n'est-ce pas, pour ne pas peindre un tableau totalement noir. D'accord. Joseph Claudie, il y a quelqu'un qui écrit que si on avait changé ce gouvernement-là, on n'aurait pas de manque de respect entre les différents ministres, un peu comme ça se passe aujourd'hui, où on observe un Premier ministre un peu mis à l'écart, les différents ministres sous sa tutelle qui gèrent des choses n'importe comment, et vous avez des clans qui se forment, des discordes, etc. Et ça ne traduit pas la synergie gouvernementale tant souhaitée par le chef de l'État lui-même. Lorsqu'on est entre les hommes, entre les êtres humains, ce genre de choses arrive toujours. Dans tous les gouvernements du monde. Au point de fragiliser. Dans toute l'association des associations du monde. Je me rappelle très bien de ce ministre qui avait soufflé. Notre ministre au Sénégal. Celui qu'on appelle Moustapha Niasse. Il avait giflé en plein conseil du ministre. Et tout à l'heure, je vous parlais de la lecture que je fais. Il y a d'autres que j'ai faites sur les Tekimboumoua et autres, deux volumes qu'un certain sur Senga a écrit sur eux. Lorsque vous lisez, vous rentrez dans le gouvernement. Il y a des gens qui ne se parlent pas, même là-bas. C'est normal, c'est humain. Dans nos partis politiques, il y a des clans, il y a des trucs. C'est pas et comment le travail va marcher? Il y a des qui va nous dire. Qu'est-ce que j'en sais? Les gars de SDF vont voir comment ça se passe. Où il y a les G27 et autres. Dans tous les gouvernements, dans tous les regroupements de personnes, il y a toujours ce genre de problème. Mais c'est l'action gouvernementale. Et le rôle, c'est du Premier ministre, est de pouvoir jouer son rôle de président. Si lui-même on ne respecte pas, comment ça se passe? Mais au-dessus de lui, il y a quelqu'un, le président de la République. Il y a des sanctions qui sont prises. On ne va pas venir tous les jours vous donner des sanctions, vous êtes au courant des sanctions qui sont prises. Moi, je vais vous donner un exemple. Dans le livre, je crois que si vous l'avez lu, il y a un ministre qui a refusé d'obéir à une instruction, je crois, du secrétaire général de la présidence de la République. Au prochain remaniement ministériel, on l'a sauté. On l'a fait partir. Il y a beaucoup. C'est ce qu'on attend depuis. Il est sénateur depuis. Il y a des raisons. C'est ce qu'on attend justement. C'est pas depuis ça. Il est sénateur depuis. Non, c'est pas depuis ça. Alors, ce que je voudrais dire. C'est ce qu'on attend justement. Monsieur Eda a répondu à ma question tout à l'heure. Il a dit, et c'est ça que je m'ennuie, c'est qu'il est honnête. Et même si quand il est d'opposition, à un moment donné, il se rend compte qu'en fait, il faut quand même être honnête et dire des choses que doit. Parce que lui, il travaille dans une entreprise. Moi, je suis chef d'entreprise à un petit niveau. Mais lorsque nos collaborateurs vont en congé, mon cabinet ne ferme pas. Deux peuvent aller en congé. On fait ce qu'on appelle le redéploiement interne.
ceux qui devaient faire ceci, donc on va changer, on va peut-être donner plus de travail venir un personnel on le fait de la même manière. Au niveau du gouvernement, lorsqu'un ministre va par exemple en congé, il y a un système de remplacement, de substitution qui existe au niveau des tribunaux, c'est la même chose. Donc, je dis, l'essentiel, c'est que le travail soit fait. Maintenant, l'appréciation qu'on fait, pour moi, venant de l'opposition, ça me laisse de 37 à 37. Il faut écouter le peuple, non? Parce que même si demain, on change de gouvernement, dans 2 mois, on va dire que ce gouvernement ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on a même changé? Lorsqu'on avait nommé beaucoup de personnes dans le gouvernement, pour des raisons, entre autres, politiques, il ne faut pas dire aussi ça. C'est la politique. Et la politique, c'est, comme dit le Premier ministre Achille Achou, c'est le Ndiangui. C'est-à-dire qu'on essaye quand même de récompenser certaines personnes. Même s'ils n'ont pas de... En plus, non, ils ont toujours. Même s'ils n'ont pas de compétences, non, ils ont des compétences. En plus, il y a les collaborateurs. Il y a les collaborateurs qui sont là. Ils sont parfois politiques. Il y a des collaborateurs qui sont techniques, qui sont en charge du travail, faire un certain nombre de choses. Donc, aujourd'hui, si on estime peut-être que les secrétaires d'État qui sont partis peuvent être remplacés en interne par d'autres collaborateurs du ministre, que celui qui est parti, le ministre délégué, peut jouer son secrétaire d'État. Le secrétaire d'État peut jouer son rôle. On le fait. Il y a un ministre qui est là, il y a le secrétaire général de la présidence qui est là, qui font le travail. Vincent De Paul, il y a également des bourdes de certains ministres qui aujourd'hui se retrouvent même sur les réseaux sociaux à dire n'importe parler tout sauf comme un ministre. Il y a également des ministres qui ont carrément laissé leur fonction pour se retrouver en faire complètement de la politique, oubliant les missions premières de leur département ministériel. Ça devrait quand même interpeller au plus haut sommet, non? On ne devrait pas reprocher à un ministre de faire la politique. En principe, il devrait avoir une légitimité, c'est-à-dire qu'il devrait avoir une base électorale, ça devrait être des hommes politiques au départ, avant d'être là. Bon, maintenant, s'il devient ministre avant de commencer à faire la politique, ça c'est autre chose. Bon, c'est quand même vrai que... Mais si vous partez sur le terrain où les populations n'ont pas de plateau technique, où les hôpitaux manquent d'infrastructures, vous vous retrouvez en train de faire la politique, alors que les populations attendent quelque chose de vous, ça pose quand même des questions, non? Non, je vais vous répondre comme élu local. Et pour dire, en fait, c'est des choses qu'on décrit dans le cadre de la décentralisation. Parce qu'il n'est pas nécessaire. Et moi, vraiment, je ne comprends pas souvent que le ministre soit obligé de partir de Yaoundé pour venir dans un hôpital, dans une localité, et se rendre compte qu'il y a un problème de plateau technique. C'est des informations qui devraient être connues et remontées au niveau des différents responsables, de manière à ce que, étant à Yaoundé, qu'on ait toutes ces informations et qu'on soit capable d'implémenter les solutions qui s'imposent. Même malheureusement, on a comme l'impression que... On va implémenter ça comment quand ces ministres sont en plein meeting? Mais non, ce n'est pas un problème de dire. Je suppose qu'il y a des services déconcentrés qui fonctionnent et qui n'ont rien à voir avec les descentes que le ministre fait. Encore qu'il peut avoir les dossiers à tout moment, même le dimanche. Les dossiers peuvent arriver à son niveau. Mais ce que je dis quand même, c'est qu'il y a des ministres qui sont un peu... victimes des réseaux sociaux, qui se sont livrés à un certain nombre d'imprudences. C'est des choses que... On ne va pas citer les noms. Hein. Mais non. On suit votre regard, c'est ça? Moi, je ne le ferai pas. Il n'y a pas qu'un seul. Hein. Ils sont nombreux. On suit votre regard, alors. Et en principe, on devrait les recadrer. D'accord. Alors, ce sera le dernier tour de table. Finalement, Moïse, à quoi devrait s'attendre le peuple camerounais face à ce remaniement impossible? Le peuple camerounais, je pense qu'il ne continuera pas à avoir ses yeux pour pleurer. Parce que quand vous entendez PWD de Bamenda, vous savez ce que ça veut dire? PWD de Bamenda. Ça veut dire Public Work Department. Et à l'époque de Public Work Department à Bamenda, on ne laissait pas qu'un nid de poule se transforme en un cratère ouvert en pleine ville pour qu'on fasse un bon de commande à coup de milliards pour venir le réparer. Tout se faisait au niveau local.
quand à un moment, nous on peut se rappeler qu'à Kumbo, il y a eu un maire, SDF, je le dis, qui a mis sur pied un programme d'adduction d'eau pour que les gens aient de l'eau potable et même qu'ils soient exemptés de payer un certain nombre de choses. Cela a fonctionné. Aujourd'hui, la centralisation, l'hypercentralisation à laquelle Vincent vient de faire allusion, parce qu'un ministre ne va pas de Yaoundé pour venir au fin fond d'un village visiter 2 salles de classe qu'on a construites, c'est pas moi combien de milliards, avec leur mercurial qui les enrichit. Parce que tous, au lendemain de ce qui deviennent ministres, pour la plupart deviennent des hommes d'affaires, leurs épouses deviennent de grandes femmes d'affaires, leurs neveux, leurs enfants encore étudiants ont des comptes de plusieurs milliards. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le peuple camerounais n'a pas grand-chose à continuer à attendre d'un gouvernement qui n'arrive pas à leur donner de l'eau potable, à leur donner des soins de santé primaires, à leur donner des routes. Il est question que le peuple camerounais se décide à ne plus voir tout partir de Yaoundé dans une république où ils ont eux-mêmes décidé de la décentralisation en décidant de mettre 15% du budget de l'État, pourtant que cet argent, c'est les villes, c'est les communes qui essaient de collecter cet argent pour amener à Yaoundé, et une fois à Yaoundé, ils le retiennent, ils n'arrivent pas à retourner 15% pour développer les localités. Il va falloir que le peuple choisisse de repartir, de donner le pouvoir aux leader, au candidat du SDF à la prochaine élection présidentielle pour que nous repartions dans un système de fédéralisme avec des gouvernements à l'échelon local. En attendant, le chef de l'État a opté pour la décentralisation. Joseph Claude, est-ce qu'il y a lieu de faire un courrier officiel au chef de l'État pour lui demander de changer ce gouvernement parce que... Non, mais il est déjà là. Il va transmettre le message. C'est lui qui décide du moment. Il écoute le peuple. C'est lui qui décide du moment. C'est lui qui décide du moment. Et il y a un de nos professeurs là, qui vient d'être nommé à l'ESTIC qui disait que... Non, Mozon, oui. Mozon est directeur de l'ESTIC. Voilà, c'est lui le nouveau directeur. Qui a écrit sur le silence du président. Il y a un qui a écrit sur les danses de Madame Bia et il est recteur de l'université. Donc, je voudrais, le débat sur le fédéralisme, sur la décentralisation, sur le unitaire, il ne finira jamais. C'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on aborde ici, parce qu'il y a tellement de... Il vient de le dire, c'est que quelqu'un penserait donc, c'est que si on va dans le fédéralisme, ce sera le paradis. Le paradis. De là où je sors, c'est une république unie avec Zanzibar comme un État fédéré, pratiquement indépendant avec son président. Oui, ça c'est un autre débat. Non, pour vous dire tout simplement que qu'est-ce que les populations doivent faire maintenant ? Ce que monsieur et l'autre vient de dire, monsieur Yéder vient de dire, et qui est réel, c'est qu'en fait, il faudrait que cette décentralisation qui existe. Donc, je ne vais pas commenter le sujet de l'investissement public. Il faut prendre un cadre. C'est pour contrôler les investissements au niveau local. Il existe. Ça, c'est compris, c'est un autre débat. Je voudrais vous demander, donc, maintenant que le gouvernement est toujours là depuis 2019, les populations devraient s'attendre à quoi, finalement, puisqu'elles demandent véritablement que les choses bougent. Mais vous partez d'un postulat qui n'est pas réel. Vous dites la population demande. Comment est-ce que vous avez su que la population demande? On a des réactions, on est sur le terrain. Est-ce que moi, je fais partie de la population? Non, vous êtes là, votre casquette de militant du RDPC, votre posture. Les RDPC sont les majoritaires. Attention, pas ce principe que ce n'est pas parce que la casquette, le RDPC est majoritaire, donc nous, du RDPC, nous demandons... C'est un autre débat. Alors, non, c'est vous qui vous avancez. S'il vous plaît. Il ne peut pas répondre à la question, c'est clair. Non, répondez à la question, s'il vous plaît. J'ai répondu à une question claire et nette. J'ai dit ceci. Le président de la République ne subit pas de pression. D'accord. La loi lui demande, la Constitution lui donne le droit de manière discrétionnaire de choisir et le moment et les personnes avec qui il doit travailler. Le maître du temps. Voilà, c'est bon. Alors Vincent De Paul, il y a des cris, même si Joseph Claude voudrait nous faire comprendre ici qu'il n'y a pas cette volonté-là de pouvoir changer le gouvernement, il y a cette volonté réelle au regard du mal-être des populations de voir un autre gouvernement, un remaniement ministériel dans les prochains jours, pourquoi pas? Les populations n'ont rien à attendre de ce gouvernement. Tout ce qu'elles ont à faire, c'est de savoir que leur destin leur appartient. On a encore 2025 pour il faut s'inscrire sur les listes électorales.
Cette élection peut avoir lieu même avant. À tout moment. Elle peut avoir lieu à tout moment. Pourquoi attendre? Alors, donc, il faudrait que les populations soient armées de leur carte électorale, qu'elles la retirent et qu'elles s'apprêtent à aller voter massivement le candidat de leur choix. D'accord. En souhaitant d'ailleurs que ce soit le candidat du PCN. Toujours est-il, c'est qu'on a besoin d'une nouvelle structuration plus dynamique du gouvernement parce que les missions sont énormes, les attentes des populations également. Nous sommes déjà à plus d'1 milliard de personnes dans le monde. C'est important pour les uns et les autres de voir leurs conditions de vie s'améliorer avec des ministres qui travaillent véritablement. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi Joseph-Claude Biliga, acteur politique du RDPC. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Vincent de Paul-Yédé, conseiller municipal du PCN, merci de votre disponibilité. Moïse Raymond Guidjon-Gan, c'est toujours un plaisir d'avoir un ministre du Shadow Cabinet ici. Malheureusement, Max Wabo n'a pas pu nous retrouver du MRC. On l'aura certainement dans d'autres occasions. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres. Demain, je vous donne rendez-vous avec d'autres invités et d'autres thématiques. Bonsoir. Bonsoir. Wow. Merci.